Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme? Mais non, on apporte sa paye. Mais moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen. Est-ce que vous avez envie d'être riche? Pourquoi? Je vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Transmettre. Une éducation, des valeurs. Voilà qui nous semble naturel, surtout à nous les femmes. Transmettre de l'argent, cela nous est déjà moins familier. Certes, ce n'est pas très drôle de réfléchir au moment où on ne sera plus là. Encore moins de devoir compter ce qu'on pourrait laisser. Pourtant, il se joue quelque chose d'essentiel au moment de la transmission, lors des successions. Quelque chose qui renvoie à l'argent, bien sûr, mais aussi à la place de l'homme et de la femme dans les familles et dans la société. Quelque chose qui peut avoir des conséquences sur les générations suivantes. Ce n'est pas un hasard si le mot patrimoine renvoie au père. Il vient du latin patrimonium, qui signifie littéralement l'héritage du père. L'héritage a rarement été associé à la mère. Pourtant, transmettre des biens, quels qu'ils soient, c'est exercer un pouvoir. Être actrice de cette transmission, c'est prendre la main sur son argent et décider quelle trace on veut laisser derrière soi. C'est aussi se donner les moyens d'agir sur la société. Je suis Valérie Lion et vous écoutez le 6e épisode d'Osons l'oseille. Pour pouvoir transmettre quelque chose, encore faut-il le posséder. Nous l'avons vu dans les épisodes 3 et 5, Osons épargner et Osons investir. Pour des raisons historiques et sociologiques, les femmes ne sont pas forcément dans une stratégie qui vise à faire fructifier leur argent à long terme. Et puis, il y a la réalité économique. Les femmes perçoivent moins de revenus que les hommes, donc elles accumulent moins de patrimoine. L'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes était de 9% en 1998 et elle est passée à 16% en 2015. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est en train de se résorber, mais quelque chose qui est en train de s'accentuer. Céline Bessière est professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine, membre de l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Avec Sybille Golac, elle a publié en 2020 un ouvrage remarqué, intitulé « Le genre du capital ». Les travaux des deux chercheuses montrent qu'au moment de la succession, les inégalités entre les femmes et les hommes se poursuivent, se reproduisent et même s'amplifient. Il y a deux manières d'accumuler du patrimoine. La première manière, c'est par les revenus, et notamment les revenus du travail. Si on prend l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes en France, l'écart de revenus est de l'ordre de 25%. Mais l'autre manière d'accumuler du patrimoine, c'est par l'héritage. On a un droit qui, sur le papier, est formellement égalitaire. Et pourtant, nous, ce qu'on va montrer à travers nos enquêtes, c'est qu'en dépit de ce droit formellement égalitaire, il y a des inégalités qui se maintiennent depuis au moins donc 1804 et que les femmes ne reçoivent pas les mêmes types de biens ayant la même valeur que les hommes en matière d'héritage. Non seulement les femmes gagnent moins que les hommes, donc accumulent moins de patrimoine, mais elles reçoivent aussi moins d'héritage. Ce que montrent les deux sociologues dans le genre du capital, c'est que les hommes et les femmes ne bénéficient pas de la même façon de la transmission du patrimoine. À l'issue d'une succession, les femmes auront en général un patrimoine moins important que celui des hommes. Comment cela est-il possible ? Les fils reçoivent davantage des biens structurants comme une entreprise ou une maison de famille par rapport aux filles qui, elles, reçoivent plutôt des compensations en argent. Or, bien souvent, au moment de la distribution, les biens sont sous-évalués et les compensations financières sont donc plus faibles. Céline Bessière résume cela en disant que la norme égalitaire s'accommode de pratiques inégalitaires. L'exemple où c'est le plus éclatant, c'est les familles où il y a des entreprises. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur le secteur agricole et sur le secteur viticole. Il est absolument frappant que dans ce milieu professionnel-là, quand il y a des fils et des filles, ce sont les fils qui vont être les héritiers privilégiés de la propriété agricole, la propriété viticole. Et ça va pas passer par le fait qu'on favorise, les parents vont pas dire « je favorise mon fils », mais ça va passer par tout un travail de socialisation au goût du métier
d'agriculteur, au goût du métier de viticulteur. Donc c'est ce que nous, sociologues, on appelle la socialisation. Il y a la socialisation au goût de reprendre l'entreprise familiale, à des savoir-faire aussi parfois dans certains métiers, qui sont transmis davantage aux fils qu'aux filles. Ce que décrit Céline Bessières, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans la famille d'Emmanuel Assema. Cette femme de 51 ans a rejoint son frère pour gérer le domaine viticole familial dans le Gard, alors que rien ne la prédestinait à endosser ce rôle. C'est vrai que j'étais pas du tout destinée à la viticulture. On sait que ce sont des métiers qui sont difficiles, qui sont ingrats. Et donc, je pense que mes parents voyaient plus des hommes s'occuper du domaine qu'une femme. Emmanuelle est la seule fille d'une fratrie de 3 enfants. Le frère aîné s'est vu proposer le domaine, mais cela ne l'intéressait pas. Alors tout naturellement, c'est son deuxième grand frère, Jean-François, qui reprend l'affaire avec son père. Plus jeune, Jean-François s'était déjà dirigé vers des études d'œnologie, tandis qu'Emmanuelle était partie suivre un cursus en sciences de gestion à Paris. Et puis, contrairement à Emmanuelle, Jean-François a bénéficié de cette socialisation dont parle justement Céline Bessières, ce qui l'a aidé à se former au métier de viticulteur. Quand mon père est décédé, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler à peu près 10 ans avec lui. Donc, il m'a transmis pas mal de choses, d'observation, de la façon de gérer le travail, le personnel, le côté humain à avoir, etc. Et ça ne s'apprend pas à l'école. À l'origine donc, Emmanuelle Assema s'apprêtait à entrer dans le schéma classique des filles qui n'héritent pas de l'entreprise familiale. C'était sans compter les aléas de la vie, la maladie de leur père et le retour d'Emmanuelle sur le domaine pour prêter main forte à son frère Jean-François. C'est moi qui l'ai appelé un peu comme mon père était malade, un peu avant qu'il décède, parce que déjà lui seul il pouvait pas gérer, c'est pour ça qu'il m'a demandé de venir, et moi c'était pareil, moi je pouvais pas m'occuper des vignes, de la cave, du commercial, de la comptabilité, donc et en plus il y a une secrétaire qui partait à la retraite, donc c'était bien, ça permettait de pouvoir sortir un salaire sans trop de problèmes. En fait, c'est la maladie de mon père qui m'a fait me rapprocher de ma famille. Et puis, il fallait gérer, s'occuper du patrimoine de la famille et protéger la famille. Et moi, en 96, en fait, j'ai pas réfléchi, c'était naturel pour moi de revenir sur le domaine familial pour aider. En 1996, donc, peu avant la mort de son père, Emmanuelle lâche son travail de cadre logistique chez l'équipementier automobile Valeo et décide de s'associer à son frère pour reprendre l'exploitation familiale. Ce qui la motive avant tout, c'est une volonté farouche de défendre ses terres et de préserver l'héritage chargé d'histoire laissé par ses grands-parents. Mes parents et grands-parents étaient pieds noirs, donc d'Algérie, et en 59-60, ma grand-mère a cherché une petite maison à acheter avec le même climat que l'Algérie. Donc, ils sont venus à Roquemaure parce que Roquemaure, c'était là dont était parti le phylloxéra. Donc, les vignes étaient à l'abandon et surtout pas chères. Donc, ils ont acheté des vignes abandonnées, une petite maison et une cave. Ils ont construit leur domaine. Donc, ma grand-mère, c'était le domaine Castel-Walou. Alors, Castel, ça veut dire château. Et Walou, en arabe, c'est rien. Donc, c'est le château qui n'existe pas. Donc, elle avait fait sa première étiquette en indiquant le château des Mille et une Nuits. Les fraudes lui ont dit qu'elle ne pouvait pas indiquer ce château s'il n'existait pas. Donc, comme elle avait fait faire les étiquettes, au feutre, elle a mis une croix sur le château. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous avez le château barré d'une croix et marqué Castel-Walou. Pour vous donner un exemple, sur ma table de nuit, j'ai la photo de ma grand-mère avec mon grand-père et qui est très fier de sa bouteille de Castel-Walou. Et ça, on l'explique pas. Ma mère disait qu'il n'y a rien de plus beau que des terres et que des terres, ça ne se vend pas. Et c'est pas de l'argent sur un compte en banque qui remplace ce plaisir de quand vous ouvrez devant chez vous et que vous voyez des vignes comme vous avez vu en arrivant. C'est magique, quoi.
Quand on lui parle de transmission, Emmanuelle ne cache pas son émotion. Aujourd'hui mère de 3 enfants, 2 fils et une fille, elle ne rêve que d'une chose, que sa progéniture poursuive l'activité du domaine viticole et que l'histoire de Castelwalou perdure. Ça représente ma grand-mère, mes grands-parents, ma famille. J'espère que mes enfants reprennent, mais on verra bien. Je sais que mes enfants, je peux leur apporter différents métiers. Ils pourront être très heureux et ça leur permettra, de côté commercial, de pouvoir faire de la prospection à l'international. L'autre, le côté technique, la vinification. C'est enrichissant de voir ce qu'on produit, quoi. C'est la suite pour moi naturelle de la réussite du domaine, de mes grands-parents, de mes parents. Ça représente plusieurs décennies de travail de la famille. C'est une fierté d'avoir un domaine viticole, de reprendre et d'avoir plusieurs générations à travailler. Et c'est un héritage, ça se transmet et c'est normal de le transmettre. Pour l'instant, ni les fils d'Emmanuelle ni sa fille n'ont émis le désir de reprendre le vignoble. Mais en attendant que leur choix s'affirme, Emmanuelle se montre déjà proactive dans sa gestion de la transmission. Elle a par exemple diversifié l'activité du domaine en ouvrant des gîtes. Elle a aussi déjà pensé aux montages financiers les plus efficaces pour que la transmission du vignoble à ses enfants se déroule au mieux lorsqu'elle ne sera plus là. Ma grand-mère nous a donné des parts de GFA et de SCEA. Un GFA, c'est un groupement foncier agricole. On y met la propriété des terres. Une SCEA, c'est une société civile d'exploitation agricole. En l'occurrence, l'entreprise qui produit et commercialise le vin issu de ces terres. Ma mère nous a rapidement donné, tout en gardant l'usufruit des nues propriétés. Donc, pour moi, c'est évident de commencer à faire la même chose pour mes enfants. Quand ma fille aura 18 ans, je pense que je vais commencer à leur donner des parts de SCI en gardant les usufruits et puis on verra comment ça se passe. Aussi, comment ils évoluent, parce que il faut qu'ils évoluent correctement, quoi. Dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, il faut qu'ils soient responsables et voilà, qu'ils aient pas envie de dépenser, en fait, qu'ils s'en servent. En fait, quand on vous donne la nue propriété, ça vous apporte rien, mais vous commencez à transmettre. Quand vous gérez une entreprise, vous réfléchissez à sa transmission. C'est logique. Enfin, quand vous avez des enfants. Donc, moi, ça me paraît naturel. Pour Emmanuelle Assema, la transmission de l'argent et surtout de son patrimoine, c'est avant tout un moyen de perpétuer une histoire familiale à travers les générations. En préparant cette transmission, en anticipant, Emmanuelle se donne les moyens de réaliser cet objectif qui lui est si cher. Louise, elle, se trouve dans une configuration complètement différente. Nous avons modifié son prénom et certaines informations personnelles pour préserver l'anonymat de son témoignage. Pour Louise, transmettre, c'est avant tout reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ça a été l'horreur, il m'a tout fait, j'ai tout eu, tout. Rien ne m'a été épargné. J'ai eu des témoignages des enfants contre moi, les enfants sont éloignés de moi, tout, j'ai tout eu. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Louise a 58 ans. Ce qu'elle évoque là, c'est son douloureux divorce qui l'a plongée dans une grande détresse émotionnelle, mais aussi financière, pendant plusieurs années. Louise a passé 25 ans comme femme au foyer, à élever ses enfants, aux côtés d'un mari très riche. Quand le couple éclate, c'est le début de plusieurs années de procédures judiciaires qui vont la bouleverser à jamais. Et je me suis dit, faut que tu t'en sortes. Voilà. Et je me suis battue comme une lionne. J'ai eu plein de problèmes. Enfin, tout un chemin de croix. Et voilà. Et je me suis dit, ça passe par l'argent. Tu auras besoin d'argent pour te sécuriser. Et donc, je me suis dit, la priorité, c'est la procédure judiciaire et ton job. Et il faut tenir. Et j'ai tenu. Sans le sou, car dépourvue du soutien financier de son mari, Louise va entreprendre une formation, puis commencer à travailler dans l'enseignement. Après un long combat, elle gagne son procès et réussit à décrocher une prestation compensatoire de la part de son ex-époux.
Les lois françaises sur la prestation compensatoire, alors j'ai pas eu ce que je devais avoir, mais j'ai eu de quoi vivre dignement. Et je remercie les lois, le combat des femmes des années 70, parce que c'est grâce à elles. Ensuite, 2 mois après, je réussis le concours de professeur, d'enseignante. Voilà, donc je peux avoir un vrai poste. Et là, je me dis, maintenant, je peux redémarrer une vie. Je vais essayer de me stabiliser. La prestation compensatoire, c'est la prestation qui permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Cette prestation, Louise la place sur un compte. Elle s'en sert pour vivre en complément de son petit salaire de prof d'anglais au secondaire. Mais ce n'est pas tout. Cet argent, Louise souhaite aussi en faire quelque chose qui a du sens. Alors elle a fait un choix peu commun. Elle a décidé d'en léguer une partie à une association. À mon décès, tout ce que j'aurais pas dépensé, et je pense pas tout dépenser, ça ira toutes à l'école. Et voilà, et pour moi, ça a vraiment du sens. Tout à l'école est une association fondée en 2005 par la journaliste Tina Kiefer, alors directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. L'association propose une scolarisation de haut niveau et gratuite aux petites filles les plus démunies des faubourgs de Phnom Penh, au Cambodge. La prestation compensatoire, je l'ai placée en assurance vie. Et puis, c'est cet argent donc, que j'ai gagné de haute lutte. Et justement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Surtout, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tes enfants ? Mes enfants sont énormément favorisés. C'est hors norme. Hein. Attention, on est bien dans une situation hors norme. La transmission à mes enfants, oui, je me suis interrogée. Et comme je travaille dans l'éducation, comme je suis femme, comme je suis concernée par le statut des femmes et que j'ai bénéficié de ce combat des années 70 et de ces libertés, je me suis dit, l'éducation, j'aimais bien le microcrédit, tout ça, ça m'intéressait. Et je me suis dit, il faut que tu aides les petites jeunes filles. Et comme j'aime les voyages, j'aime bien le milieu associatif, j'ai cherché des associations. Et à un moment, je connaissais Tina Kiefer et je me suis intéressée à toutes à l'école et je me dis, là, ça coche les cases. Elles font un vrai boulot, elles permettent aux femmes de s'en sortir, et il faut que j'aide. Et à mon décès, mes enfants, ça va pas leur manquer cet argent. Alors ils vont peut-être être choqués que je leur donne pas affectivement, mais à un moment j'expliquerai. Mais je crois que cet argent, c'est une juste répartition de la richesse. Mes enfants ont eu énormément d'argent sur le fruit du travail, mais pas leur travail. Et je crois que là, je répare un peu et puis moi, je permets à d'autres d'avancer. À l'école, j'ai vu en Asie, par exemple, il y avait des petites coiffeuses. Il y a bien sûr l'école, la scolarisation. Mais il y avait aussi, je suis allée dans un atelier de coiffeuses. Et j'étais contente. Je me dis, ces filles-là, coiffeuses, elles vont s'en sortir. S'il y en a une qui s'en sort, c'est gagné. C'est gagné. Il faut savoir que la loi française prévoit qu'on ne peut pas déshériter ses enfants ou ses ascendants directs. Un montant minimal des biens doit leur revenir, c'est ce qu'on appelle la part réservataire. Cela correspond à la moitié de la succession, s'il y a un seul enfant, les 2/3, s'il y en a 2, les 3/4, s'il y a 3 enfants ou plus. Mais au-delà de cette part réservataire, Louise est libre de faire ce que bon lui semble du reste de son argent. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Elle a le pouvoir de la transmettre à qui elle veut. Je me suis organisée pour que justement il y ait une somme qui aille à mes enfants et ils auront là un héritage normal comme tout un chacun. Et cette prestation compensatoire, là, elle ira toutes à l'école. Mais ils ne seront pas lésés, ils auront comme tout le monde, ils seront le même niveau, ils ne seront pas hors norme parce qu'ils vivent dans la démesure. Ils ne sont plus dans le monde normal, entre guillemets. Louise a décidé de faire un legs à une association, Tout à l'école, dont le travail fait sens pour elle qui a vécu de façon très intime l'inégalité femmes-hommes et est devenue enseignante. Le legs permet de décider de son vivant de transmettre une partie de son patrimoine à des tiers, mais la transmission n'est effective qu'au décès de celui qui lègue, contrairement au don, qui lui est immédiat. Pour Louise, il s'agit à la fois de financer un projet d'éducation et de permettre à ces jeunes filles de se construire un avenir. Moi, qui ai eu la chance de m'en sortir, mais parce que bien sûr je l'ai voulu, mais je me dois de redistribuer. Je ne peux pas redonner ça à mes enfants, ça n'a pas de sens. Et je dois aider les plus faibles et les filles, les femmes. Donc je me dois, moi, de laisser une trace, qu'au moins ma vie, elle serve à ça. Et à travers l'argent, c'est surtout prendre le pouvoir sur ta vie.
Louise et Emmanuel nous montrent que les femmes peuvent revenir dans le jeu de la transmission de l'argent lorsqu'elles le décident. Loin de l'image des héritières, elles peuvent devenir actrices de la transmission des valeurs dans tous les sens du terme, y compris les valeurs financières. Car finalement, de quoi avons-nous parlé au cours de ces 6 épisodes, si ce n'est d'éducation à l'argent? L'argent est un sujet comme un autre, qui demande juste qu'on s'y intéresse pour le maîtriser. Les femmes ont investi le monde du travail, celui de la politique, alors pourquoi pas le monde financier? Elles sont autant capables que les hommes de négocier, d'investir, d'utiliser l'argent comme un levier. Elles doivent simplement se l'approprier. Certes, cela suppose quand même de lutter contre des stéréotypes persistants. Mais la voie est ouverte, au plus haut niveau comme dans les milieux les plus modestes. Les femmes ne sont-elles pas les premières utilisatrices au monde du microcrédit? Allez, je vous fais une confidence. Depuis que je me suis lancée dans ce podcast, j'ai décidé de mettre le sujet sur la table avec ma fille de 14 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Presse, et vous venez d'écouter le 6e épisode d'Osons l'oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui chaque semaine explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. Osons l'oseille est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons l'oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média Vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter Vive. Merci d'avoir suivi ce podcast et à très vite sur vivemedia.fr.